Méditerranée, bienvenue dans la métropole sensuelle. Alors chacun a en tête une image particulière de la ville méditerranéenne. C'est avant tout une série de sensations. Le bleu intense du ciel, le scintillement de la mer, le balancement d'un pain, les linges qui sèchent aux fenêtres, mais aussi la tonalité particulière du vent, les deux roues trop bruyants, les odeurs qui envahissent la rue. Toutes ces impressions trouvent difficilement leur place dans un manuel d'urbanisme. Elles sont pourtant ce qui fait la singularité et la beauté de la ville méditerranéenne. L'architecte et urbaniste Jacques Ferrier, qui compte plusieurs réalisations prestigieuses à son actif, comme la rénovation du Collège de France, le lycée français international de Pékin, le siège de la région Île-de-France, est l'un des grands penseurs de cette métropole sensuelle. Il échange tout de suite avec Christophe Onodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point et écrivain, sous vos applaudissements. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle table ronde. Belle Méditerranée, bienvenue dans la métropole sensuelle. Alors c'est un beau titre, on en rêve souvent. On a un aperçu de ce rêve aujourd'hui ici à Nice, dans cette si belle ville sensuelle. S'il en est, Boris a rappelé, c'est vrai, la brise de la Méditerranée, le scintillement des vagues, les grands artistes aussi, qui sont des experts en sensualité et qui sont venus à Nice, qu'ils y soient nés, qu'ils y soient installés. Je pense à Matisse, à Klein, à Nietzsche ou à Dufy. Mais comment, donc ça c'est un acquis, mais comment on fait pour que ça dure, cette sensualité? Comment on préserve cette magie face aux défis contemporains, le changement climatique, la surpopulation, le surtourisme aussi parfois, et la nécessité d'un développement durable? Comment on fait coexister un décor enchanteur, la beauté des lieux, mais aussi la fonctionnalité qu'on demande à une ville, notamment concernant les transports, la mobilité? Comment on préserve une esthétique, mais en tenant compte du changement climatique, de l'attraction du tourisme, qui ne doit pas être une menace pour la ville, mais la ville en a besoin. Et comment on crée, au bord de la Méditerranée, puisque c'est notre cas, qui est un lieu de passage, un lieu de brassage depuis l'Antiquité, au moins, une communauté aussi vibrante qu'inclusive. Alors on a la chance de vous avoir, Jacques Ferrier, architecte, urbaniste. Vous êtes aussi l'un des grands penseurs de la métropole sensible. On va y revenir. Et on va pouvoir, avec vous, imaginer peut-être un avenir où la beauté, la sensibilité, la durabilité s'entrelacent harmonieusement. Et quand je disais l'un des penseurs, je voudrais rappeler un livre essentiel, publié aux éditions de Lerne, La ville machine, pour se libérer, j'allais dire pour en finir, mais se libérer de l'emprise technologique. Bonjour Jacques Ferrier. Bonjour. Alors, vous comptez, ça a été rappelé par Boris aussi, plusieurs grandes réalisations. Les noms de ces réalisations ont été rappelés. Je voudrais juste ajouter que quand il a été question du pavillon français à Shanghai en 2010, vous avez justement presque remporté ce concours sur la notion de ville sensuelle. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est la ville sensuelle pour vous? Alors effectivement, oui, 2010, juste oui, un petit point de retour sur 2010, parce que c'est important, pour la première fois, les expositions universelles qui célèbrent toujours le progrès, mais le progrès pour le progrès technique. En Chine, la question se pose, c'est Better City, Better Life, c'est-à-dire la question appliquée à la ville. Et donc, on se dit, tous les pavillons vont parler de développement durable, de ville verte. Ça a été le cas d'ailleurs. Et on a voulu, avec mon associé Pauline Marchetti, j'ai voulu me décaler de ça pour dire, mais pourquoi faire le développement? Pourquoi faire? Pour réconcilier la ville et l'essence, l'architecture et l'essence. Alors, pas la ville réelle, parce que ça a été rappelé, vous le dites, la ville elle est sensuelle, mais paradoxalement, l'architecture, la façon de faire le projet, c'était couper des sens pour ne se concentrer que sur le visuel. Alors c'est très explicable, parce que le visuel, c'est le rationnel. Vous avez cité que je travaillais, j'ai rénové le Collège de France, alors ça m'a permis de me frotter aux grands penseurs et notamment à des spécialistes du cerveau qui me disaient « Ah mais c'est normal parce que le visuel, le nerf optique est relié au rationnel. » Et l'architecture au XXe siècle a survalorisé le fonctionnel, survalorisé le rationnel au détriment des autres sens. Pourquoi c'est important la dimension sensuelle dans une ville pour l'architecture?
Alors c'est fondamental parce que ce qu'on vit en fait, enfin ce que vit le passant, l'habitante, ce sont des ambiances. Ce n'est pas uniquement un décor posé comme ça, mais c'est une ambiance, une acoustique, c'est des sons, c'est des odeurs, ce sont des goûts qui sont extrêmement complexes à modéliser dans le projet. C'est beaucoup plus facile de poser un urbanisme de géométrie qu'un urbanisme d'ambiance. C'est beaucoup plus facile de définir des mètres carrés, des fonctionnalités, des couloirs, que des sensations, des parfums, des atmosphères. Donc c'est extrêmement important et il est temps parce que ma conviction, dans ce petit livre, je dis en finir avec l'emprise de la technologie, au sens d'une technologie qui avancerait pour elle-même, mais à l'inverse, on peut demander à la technologie qui ne cesse de se perfectionner de nous réconcilier avec l'essence. Je prends toujours un exemple qui part, je sais pas si pour ceux qui étaient à l'hôtel à Nice hier, la frustration de ne pas pouvoir ouvrir sa fenêtre dans la chambre d'hôtel. Généralement, quand je dis ça, tout le monde a vécu ça. Pourquoi ? Parce que vous êtes climatisé. Donc, vous êtes climatisé, vous êtes en voyage, vous voulez profiter de l'extérieur, vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre fenêtre. Ouvrir la fenêtre, c'est du coup se dire, ben, j'écoute les bruits de la ville. Donc c'est pas nostalgique parce que métaphoriquement, ouvrir la fenêtre, c'est s'ouvrir aussi à l'autre, à cet autre qui est la ville dans laquelle on vient d'atterrir ou d'arriver en train. Exactement. Et c'est pas nostalgique parce qu'en fait, écouter les bruits de la ville, ça veut dire que vous voulez écouter les conversations plutôt. Donc peut-être vous avez des véhicules électriques, vous voulez respirer l'odeur du printemps. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de pollution, etc. Donc en fait, ouvrir la fenêtre, c'est pas faire du du rétro-pédalage sur la technique, c'est au contraire de se réconcilier effectivement avec l'autre, avec l'extérieur, avec le climat, mais c'est en même temps de dire à la technique de permettre ça. Et aujourd'hui, on peut, c'est-à-dire vous avez des petits capteurs qui, quand vous ouvrez la fenêtre, c'est pour ça que c'est l'un et l'autre, font que ça va arrêter la clim, etc. Voilà. Donc, la ville sensuelle, c'est une façon de reprendre le contrôle sur une ville qui est quand même largement devenue infrastructure. Ou machinale, comme vous le disiez d'ailleurs dans la ville là, machine. C'est un clin d'œil. Ouais, oui. C'est un clin d'œil à Le Corbusier qui disait dans les années 20, la maison, c'est une machine, doit devenir une machine à habiter. En fait, c'est au-delà de ces espérances, on constate aujourd'hui que la ville est devenue plus une infrastructure qu'une cité au sens... Il y a beaucoup de confusion sur le mot ville, le métropole, etc. Mais c'est surtout quelque chose qui fonctionne, qui transporte, qui éclaire, qui conditionne, etc. Bon, il serait temps que les corps, nos corps, réinvestissent la ville. Donc le sensuel, c'est ça. On avait hésité, on disait sensible, etc. Sensuel, il y a une dimension un tout petit peu... et de rencontre, d'ailleurs. De rencontre, voilà. Mais qui fait exactement. partie de la ville. Hein. La ville, c'est un risque. L'espace public, c'est quand même un risque. Oui, c'est un risque. Étienne parlait des restaurants aussi. Quand il parlait de Nice, il y a aussi ça. C'est-à-dire les saveurs d'un territoire en particulier. Alors ça, c'est intéressant, surtout sur la Méditerranée, parce que donc, j'en reviens à ce pavillon France, il fallait le mettre en scène. Hein. On a été le plus visité, donc on était très content, très content de ça. Mais les 5 sens, il y a le goût. On dit, mais comment on peut parler d'architecture et d'urbanisme avec le goût ? Mais effectivement, c'est le goût. Si vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas, où est-ce que vous allez vous arrêter ? Où est-ce que vous allez descendre de votre bus ou de votre taxi ? Là où il y a des bars, là où il y a des restaurants, ou même là où on vend des comestibles, le marché. On visite une ville, on va au marché. Donc il y a une vraie relation avec le goût et avec l'urbanisme. Et on pourrait, bon, c'est pas le point ici, mais on pourrait dire que l'affaiblissement du goût de la gastronomie, qui est un sujet aujourd'hui, hein, la malbouffe, etc., quelque part peut avoir un impact sur l'urbanisme, mais que quelque part c'est un atout, en tout cas je pense pour la ville méditerranéenne où ça résiste, quoi, où ce thème est très présent. Belle Méditerranée, hein, c'est le titre de cette table ronde. Bienvenue dans la métropole sensuelle. Quelles sont les caractéristiques de la métropole méditerranéenne, puisqu'on est à Nice, par rapport aux villes du Nord ? Alors, ce qui nous a... donc, on a développé une recherche, c'est-à-dire qu'on a créé un petit laboratoire de recherche à l'agence avec un docteur qui travaille d'ailleurs sur littérature et qui a passé son doctorat sur littérature et architecture, de comment la fiction
nourrit l'architecture. Et on a pensé que la métropole méditerranéenne était certainement l'exemple le plus évident pour comprendre ce qu'on entendait par ville sensuelle. Nous sommes les architectes consultants du Grand Paris Express, donc du métro du Grand Paris. On a fait le cahier des charges des gares et tout le monde parle du Grand Paris, 10 millions d'habitants, etc. Mais de Gênes à Barcelone, passant par Nice, par Marseille, il y a aussi 10 millions d'habitants. Alors bon, c'est étiré, mais quelle culture commune, quoi. C'est incroyable. Dès qu'on fouille, bon, l'histoire, c'était quand même une province romaine tout à fait cohérente. La gastronomie, vous en avez parlé, ce n'est pas rien. On a publié un livre là-dessus, on a eu un très beau texte du géographe Michel Lusseau, qui dit en fait le premier espace public de cet arc méditerranéen que vous définissez, c'est en fait la Méditerranée elle-même. Tout le monde est tourné vers la mer et la place publique, il fait un texte, la mer, place publique de tout ça. Et donc, si on regarde, si on attrape cette grande métropole linéaire par l'aspect sensuel, on en constate les atouts, la cohérence, mais la gouvernance, elle est complètement disjointe. Et on avait regardé, alors ça date, hein, c'était il y a 10 ans, ça s'est peut-être un peu amélioré, mais si vous voulez prendre le train entre Barcelone et Gênes, j'ai oublié, c'est quelqu'un, mais c'est, je sais pas, 12 ou 15 heures. Si vous mettez un Shinkansen ou sur la baie du Japon ou un TGV, ça serait 3 heures. Hein, donc, c'est-à-dire, ça peut être un outil aussi pour reconsidérer des politiques d'aménagement du territoire. Alors, la ville sensuelle entend remettre au centre de l'expérience du citoyen la question des sens, hein, vous l'avez dit. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu tenté de se dire, quand on voit ce qui s'est passé à Valence, hein, terrible catastrophe climatique, qu'au fond, bon, bah, c'est sympathique, hein, l'idée de sensualité, mais c'est d'abord une question de sécurité avant tout à laquelle la ville méditerranéenne doit, ou pas d'ailleurs, répondre. Ah oui, ça c'est un point ultra important, bon, qui a été rappelé par l'actualité. Bon, il y a les incendies. Il y a la question de l'eau. Il y a, ça a été dit précédemment, il y a en même temps vraiment une démographie, ça c'est mondial, sur le littoral, donc il faut travailler là-dessus. Je crois que c'est vraiment pas incompatible. Je crois que la question des sens, elle va par exemple avec la question justement de la présence de l'eau, mais de la présence cyclique de l'eau avec le vent. Mais l'eau qui va monter d'ailleurs. Avec l'eau qui va monter et qui redescend, avec le vent, avec le relief, avec la topographie. C'est-à-dire qu'une approche d'un urbanisme qui prend en compte, les sens et qui n'est pas ce que j'appelle un urbanisme de géométrie a beaucoup plus de chances de mettre le doigt sur les risques et sur des solutions possibles qu'un urbanisme vu d'avion. Le Corbusier, enfin, je ne vais pas taper sur Le Corbusier. Non, mais surtout qu'il n'était pas loin. Il était pas loin. Et puis, voilà. Lui, oui, il avait son cabanon. En plus, il avait son cabanon au Cap Martin. Mais Le Corbusier, par exemple, fait le plan de Buenos Aires vu d'avion. Il arrive à Buenos Aires, il voit la ville d'avion. Bon, il a des intuitions géniales. Il fait un plan qui va s'appliquer pendant 20 ans. Évidemment, là, la question dont on parle, des risques, etc., elle passe au travers. Si vous avez vraiment une attention, effectivement, sensorielle du territoire, vous allez voir les risques. Et quant aux solutions, elles peuvent être un moyen, justement, d'ancrer, de ne pas avoir une ville hors sol, de ne pas avoir une architecture générique, mais d'ancrer effectivement les nouveaux quartiers, les nouveaux bâtiments, dans quelque chose qui est ici, fût-ce parce que c'est un risque, et pas ailleurs. Et ça, c'est intéressant, évidemment. Quels exemples de projets innovants que vous avez, par exemple, réalisés, vous pourriez nous donner pour nous montrer comment, à la fois, on préserve le côté sensuel de la métropole et les aléas, justement, du changement climatique et des bouleversements climatiques à venir, justement, surtout au bord de l'eau, justement. Alors, plus qu'un projet, en fait, il se trouve que je suis architecte conseil d'une ville, Narbonne, bon, plus petite, hein. Mais Narbonne, il y a aussi le littoral, il y a Narbonne-Plage, Gruissant, etc. Et là, c'est très intéressant parce que, notamment Gruissant, alors j'ai pas d'image, mais Gruissant, ce sont des chalets, c'est 1000 chalets, on appelle ça des chalets qui sont en bois, construits sur pilotis.
C'était célèbre parce que pour ceux qui se souviennent de 37,2 le matin de Benex, voilà, il y a quelques scènes mémorables avec Béatrice Dalle dans ces chalets. Et alors en fait, l'histoire de ces chalets, ça date de 1900. Ce sont en fait les familles de Narbonne qui construisent ça au plus près de la mer l'été. Donc, pour toute l'année, ils habitent dans des grands, à l'abri de la chaleur, dans des grands murs en pierre, dans des masses, dans des maisons solides, etc. Mais 2 mois par an, on déménage au plus près de l'eau, dans ces chalets qui, eux, sont surpilotis en bois léger, etc. Pourquoi ? Surpilotis, ce n'est pas les principes d'architecture moderne, c'est tout simplement, même si en Méditerranée, il n'y a pas trop de marée, mais justement, quand il y a des épisodes où la mer monte, l'eau glisse dessous. Léger, parce que ce sont des maisons de vacances, donc c'est quelque part aussi, par rapport à l'actualité, une bonne réponse au côté du tourisme. Et puis, si vraiment tous les 100 ans, ça passe pas, on reconstruit quelque chose de léger. Et là, en travaillant là-dessus, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait là une réponse extrêmement riche, qui travaillait sur le temps, qui travaillait sur des espaces différents, qui travaillait sur le fait qu'on n'hésite pas à se déplacer selon la saison. Et sur des matériaux. Et sur les matériaux, voilà. sur les matériaux qui, si je discute avec, par exemple, l'architecte des bâtiments de France, dont le rôle est de défendre le patrimoine, lui va me dire, ah, mais la Méditerranée, comme moi je peux le dire aussi, c'est minéral, c'est lourd, etc. Non, je lui dis, il y a ça, mais regarde, il y a aussi d'autres choses possibles. Et là, je crois qu'il y a un véritable enseignement pour un urbanisme d'aujourd'hui, et notamment sur la question touristique que vous évoquez, de surtout pas avoir une solution, une seule, surtout pas avoir aussi une idée d'une temporalité fixe, mais d'essayer de travailler sur cette complexité-là. Et donc en se basant aussi, pour inventer le futur, finalement, sur le savoir des anciens, puisque vous nous rappeliez que ces maisons, enfin, ces petits chalets sur pilotis dataient de 1900. Absolument. Ça, donc, Il voilà. datait de 1900, c'est toujours bien de se référer à l'histoire. Et une histoire, ce qui dure, en fait, il y a 2 façons de durer en architecture. C'est soit on résiste, hein, là on est dans un très beau bâtiment qui est fait pour résister quand même, il y a du béton, soit on se donne la possibilité de se transformer. Et ce qui est intéressant, c'est que d'avoir la même population à miser sur les deux. 1940, enfin pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands rasent complètement la plage. Et donc, après-guerre, les Narbonnais reviennent et reconstruisent Leur chalet. Leur chalet, sauf que là, il y a un ingénieur qui dit on va les aligner, donc ça c'est ce qu'on voit maintenant, on va les aligner parce qu'avant c'était un peu le... Donc on voit que ça perdurait en se reconstruisant. Ça c'est une piste évidemment extrêmement intéressante. On parlait des arbres, hein, tout à l'heure, Christian Estrosi rappelait les 3, 30, 300. Quels éléments naturels préconisez-vous d'intégrer dans le design urbain pour enrichir cette expérience sensuelle, hein, au sens large des habitants ? Alors bon, les arbres, la nature, c'est une évidence. Alors quand on est sur la Méditerranée, il y a quand même cette question de l'eau. Et donc aujourd'hui, on est très attentif, en tout cas nous, dans nos projets, à ce que les paysages que l'on propose et qui accompagnent l'architecture soient des paysages vraiment méditerranéens. Ça, c'est évident. Donc, il faut que les paysagistes avec qui on travaille, les botanistes, soient vraiment au fait de ça pour contribuer. Ensuite, on met en avant l'idée que chaque bâtiment doit être porteur de son propre paysage. C'est-à-dire qu'à ce qu'a dit monsieur Estrosi, j'ajouterais... Parce que là, on a les 3 arbres qui sont devant la maison. On a les 30. Oui, et puis à 300, c'est le parc. C'est le parc. Voilà. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, il peut y avoir aussi quand même une fusion entre ce qui est de l'ordre de l'architecture
et de ce qui est de l'ordre du paysage. On a, alors là, à Paris, par exemple, on a fait le siège de Tout contre la gare Saint-Lazare de Pernod Ricard, et on a des jardins, je dirais, à tous les étages. Voilà, donc Et des terrasses. Et des aussi, terrasses, voilà, voilà. Où on respire. Ouais. Des terrasses où on respire. Donc, il est important que la question la limite architecture-paysage, elle fusionne. Bon, je disais au tout début que les gens vivent des ambiances. Les ambiances, elles ne sont pas séparées, quoi. Donc, c'est le cas pour l'architecture et la nature. Vous avez parlé de capteurs tout à l'heure quand vous disiez qu'on a souvent l'envie, quand on arrive dans une nouvelle ville, d'ouvrir les fenêtres, d'entendre les bruits, de respirer ses parfums, d'entendre une langue aussi, parfois, qui est différente. Quelle est la part de la technologie dans cette métropole sensuelle du futur ? Alors, la part de la technologie dans nos villes, elle est trop forte. Ça, c'est une évidente. Pourquoi elle est trop forte ? Elle est trop forte parce que il y a eu une inversion, c'est-à-dire que quand la ville se crée, disons au XIIe siècle, en tout cas la ville européenne, la ville moderne se crée au XIIe siècle, il faut avoir conscience que c'est la nature qui est l'ennemi. Ce qui fait peur, c'est la nature, imprévisible, comme elle l'est toujours d'ailleurs, mais les brigands la nuit, Georges Duby en parle, etc. Bon, enfin, et la ville, c'est le milieu qui protège. À l'abri des murailles. À l'abri des murailles. Et la technique est là, à ce moment-là, dans son rôle, c'est-à-dire qu'elle est l'outil qui permet à la ville de protéger. Et petit à petit, puis il y a un personnage quand même, Descartes, qui va jouer un rôle central. C'est quand même un des architectes de nos villes d'aujourd'hui, Descartes, parce que c'est lui qui dit qu'il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est-à-dire que lui, il inverse quelque part. Il ne suffit pas de se protéger, l'homme doit s'imposer à la nature. Et ça va devenir le programme de l'architecture occidentale. Et c'est, pour raccourcir, l'explication du fait qu'aujourd'hui, l'urbanisme mondial, il est quand même occidental. Et longtemps, la définition du progrès. Et la définition du progrès, parce qu'on maîtrisait les choses, alors qu'aujourd'hui, ça s'est inversé. Et aujourd'hui, ça s'inverse, c'est-à-dire c'est la nature qui est menacée et la ville qui est l'ennemi. Oui, puis la nature qui est bénéfique et qui n'est pas justement source de danger, sauf ce qu'on a vu à Valence. Oui, voilà. Bon, mais la technique, elle est devenue en fait une raison en soi, et ça c'est pas bien. Là, il faut reprendre le contrôle. Il faut avoir une vision de la ville, de l'architecture. Nous, on en propose une, il y en a d'autres. Il n'y a pas qu'une vision, mais avec la ville sensuelle, on se donne une feuille de route, disons. Et ensuite, il faut mobiliser la technique au service de cette vision et pas l'inverse. Aujourd'hui, quand on trace un nouveau quartier, une ville, la plupart du temps, quand même, on trace d'abord les réseaux, on trace les routes, on met les bornes, si c'est un lotissement, on met les bornes pour l'électricité, et ensuite on met les maisons. C'est quand même particulièrement absurde. En préparant cette table ronde, vous me parliez aussi sur cette réflexion entre technologie, nature, humain, de la disproportion du virtuel sur le physique. Une ville, ça doit être aussi une ville sensuelle. Pour le dire vite, c'est aussi une ville où on se touche, enfin, du regard ou de l'ouïe, où il y a un contact. Or, le virtuel a pris une trop grande importance selon vous. Il est en train, oui. Le digital peut être vu comme la couche la plus récente de l'infrastructure technique, après celle des réseaux, après celle des énergies, etc. Et le digital, il procède d'une double mise à distance, c'est-à-dire il nous met à distance du réel, de l'espace, mais il nous met à distance les uns des autres. Et là, il y a une vraie concurrence, ça c'est beaucoup documenté évidemment par les sociologues notamment, il y a une concurrence aujourd'hui entre le digital et l'espace public. Et ma conviction, c'est que... Vous pourriez expliquer cette concurrence ? Comment ça se manifeste ? L'espace public, c'est celui vraiment où la rencontre, la surprise, voire la violence, c'est-à-dire les sociologues nous disent la caractéristique de l'espace public, c'est il peut y avoir la violence. Alors, c'est pas forcément une violence... C'est l'imprévu. C'est l'imprévu. Ou en tout cas, disons, l'imprévu. Je ne choisis pas qui je vais croiser, rencontrer dans une gare, sur une place, etc. Aujourd'hui, on tend à se mettre à l'écart de tout ça pour s'enfermer dans une bulle qui est un pseudo espace public virtuel, puisque je ne vais faire que choisir
sélectionner les Je rencontres. vois. Voilà. Comment Ça, la c'est nourriture m'arrive aussi d'ailleurs, au lieu d'aller dans la ville. C'est la exactement. nourriture, oui. Et ça, c'est un vrai danger pour l'architecture, parce que l'architecture qui ne prend plus la responsabilité de contribuer à l'espace public avec le politique, eh bien, c'est une architecture de design et de ce contre lequel je m'élève aussi, c'est-à-dire on en parlait précédemment avec Clément Blanchet, d'iconisme, Oui. d'image, etc. C'est pas très intéressant. Les C'est architectes notamment. voilà, mais ça, on reste à la surface. On parle même de branding maintenant. Hein, on parle de branding, d'architecture pour les villes. Mais ça, c'est là, on vient très loin du sensuel, très loin de la gestion des risques, très loin de la crise climatique et de la bonne utilisation des ressources. Une grande tour iconique, ça nous éloigne du sensuel, selon vous? Ça nous éloigne du sensuel et ça nous éloigne de l'appropriation. Parce que dans cette idée de Même si on sensuel, touche le ciel, quoi, si on a l'impression de... alors, le sensuel, une fois encore, c'est pas la nostalgie. Je pense que ça peut être passionnant d'imaginer des grands bâtiments qui intègrent cette dimension sensuelle. Mais dans le sensuel, il y a cette idée d'appropriation aussi. Et la gestion du risque, la gestion des ressources, la gestion des énergies, c'est aussi, elle ne pourra passer que par l'appropriation des habitants qu'il faut rendre compétents. On est dans le, je vais pas le lire, mais ou dans ce livre, c'est Giono, bon, qui n'était pas l'ami vraiment de la grande ville, mais qui est quand même quelqu'un extrêmement intéressant, qui dit en fait, les corps sont devenus les rouages, les pistons, les poulies de la grande ville. En disant, ben, finalement, c'est la ville qui se sert des corps et qui les met en branle, et c'est plus les corps qui, comme ça devrait être, fabriquent la cité. Donc l'appropriation, reprendre la main, enfin de se faire corps avec la ville, ça c'est un enjeu qui peut répondre à Valence, qui peut répondre au COP 20X, qui peut répondre à toutes ces crises. Oui. Quelles initiatives pourraient renforcer la cohésion sociale dans ces métropoles méditerranéennes? On l'a dit, c'est un lieu d'échange, un lieu de brassage, à la fois par les flux de population, j'allais dire, temporaires, le tourisme, hein, par exemple, ou plus pérenne, hein, pour les migrations. On en parlait avec Nathalie Collin tout à l'heure. Comment on crée ça? Vous avez participé au bonus d'une réédition du film Métropolis. Métropolis, quand on regarde cette image de la ville, vous parliez de science-fiction aussi tout à l'heure, ou Blade Runner, on a en gros les pauvres qui sont en bas, et plus on s'élève dans les tours, plus la population est aisée. Or, la ville sensuelle, c'est aussi la ville où les populations, j'allais dire les castes, se brassent. C'est le contraire des castes, normalement, d'ailleurs. Absolument. Oui, ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça dans l'avenir? Ça, c'est intéressant parce que Métropolis, c'est Friesland, 1927. Et donc, oui, cet éditeur, Potemkin, là, qui vient de ressortir une version CD augmentée, DVD augmenté de Métropolis, nous interroge là-dessus. Et j'ai été fasciné par ça. Alors effectivement, il y a Blade Runner, mais dès 1927, il y a cette intuition que la technologie, parce que la technologie est hyper présente, hein, c'est là où on voit ces personnages qui manipulent des grandes pendules, il y a des machines, etc. Donc la ville est devenue une machine, et par raccourci, effectivement, cette ville-machine de Métropolis, ben, elle a suscité la classe de ceux qui bénéficient de la technologie et qui vivent dans les parties aériennes. Et à un moment donné, on s'aperçoit de la classe beaucoup plus nombreuse et qui, elle, est au service d'eux et qui, dans Métropolis, est vraiment dans les bas-fonds. Et je vous interromps, on pourrait le dire de villes aujourd'hui où il y a les compounds, justement, qui sont des villes dans la ville, le Brésil, par exemple, sécurisées, et puis d'autres villes dans la ville qui ne fonctionnent pas du tout sur les mêmes standards. Donc en fait, on retrouve à l'horizontale ou à la verticale, de toute façon, cette problématique de mondes séparés dans la ville. Et ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Et quand la technologie menace l'espace public, eh bien, du coup, elle suscite cette ségrégation. Elle empêche ces surprises qui sont des mélanges physiques, mais qui vont justement aider à faire bouger les choses. Le moins on aura d'espace public, le plus la technologie, notamment digitale,
ou même de mobilité physique nous permettra de ne rencontrer que qui on veut rencontrer, ben le plus on aura le risque de ces villes à deux vitesses. Je l'ai vu au Brésil, à São Paulo. C'est quand même assez inquiétant. On se dit, si ça, c'est notre futur, c'est inquiétant. La ville méditerranéenne, je pense, elle a quand même les atouts. C'est là, enfin, Athènes, Rome, c'est là où s'est créé l'architecture et l'espace public. Je pense que la ville méditerranéenne peut être quand même le point de reconquête de cette ville multiple. L'URPS, comme on disait. Voilà. L'URPS, absolument. Dernière question, est-ce que vous avez le sentiment que les architectes sont véritablement encouragés par le personnel politique à imaginer justement la ville de demain? On a entendu Christian Estrosi tout à l'heure, dont on sent la volonté justement politique de faire changer les choses architecturalement. Est-ce que finalement cette ville sensuelle, elle ne passe pas avant tout par une décision politique sur le technologique ou sur le branding dont vous parliez tout à l'heure? Ah oui, non, mais ça, il n'y a plus que le. Enfin, il y a on a dit les architectes, les urbanistes, les paysagistes, les designers. S'il n'y a pas le politique, là, il n'y a plus rien. Là, parce que maintenant, c'est le dernier rempart. Pourquoi le dernier? Sans vouloir être alarmiste, mais le process de fabrication du projet, à toutes les échelles, ils se font aujourd'hui de plus en plus dans le process de financiarisation du monde, d'industrialisation, de rentabilité, de technicité du monde. Donc, si on veut faire un pas de côté, si on veut décoïncider de ce modèle qui est devenu la règle, il faut être un tout petit peu ailleurs que dans le rationnel. Donc, ailleurs que dans le rationnel, c'est le créatif. Vous citiez les artistes, les architectes ont un pied dans cette dimension. Et c'est le politique au sens de dire je représente la demande de mes concitoyens, de mes habitants, des habitantes. Une vision. Sinon, on peut imaginer que l'intelligence artificielle prenne le relais, fasse des projets de logement, fasse des projets de bureaux, etc., à la place d'eux. Donc ça, je pense que ça ne peut pas arriver parce que justement, il y a heureusement encore les enjeux du politique, la ville, voilà. Avec un S. Voilà, avec un S. Voilà. Donc c'est essentiel. Avec un S plutôt qu'avec un C. On peut applaudir Jacques Ferrier, merci beaucoup. Merci. Et on va en profiter pour prendre vos questions. Est-ce qu'il y a une courageuse, un courageux? N'hésitez pas. Profitez de la présence de notre invité pour lui poser des questions. Personne? Boris, vous avez une question, je suis sûr. Non, mais ce serait Sinon, tricher. J'en ai d'autres. Allez, vous pouvez poser une petite dernière question. Oui, une dernière question Jacques. peut-être pour ouvrir et avant de se quitter. Je vous ai présenté pour ce que vous êtes, c'est un urbaniste, un architecte, mais aussi un penseur de l'architecture. Quel conseil pratique, concret ou poétique ou créatif vous donneriez à une jeune architecte, à un jeune architecte qui souhaiterait justement travailler sur des projets liés à la ville en Méditerranée? Votre lettre à un jeune poète vu de l'architecte. Bon, mais déjà, j'aimerais que ma lettre lui soit adressée, que ce soit une lettre sur le papier, et qu'elle lui soit adressée quelque part ici à Nice. C'est-à-dire que, premier conseil, habiter là. Ce qui est quand même un changement, parce qu'il y a encore, ne serait-ce que pour moi, mon accent trahit le Sud, mais pour faire l'architecture, pour être architecte, faut aller à Paris. Ça a changé, donc être ici. Deuxièmement, je dirais... Être dans la ville qu'on travaille. Oui, ça. Enfin, dans la ville, en tout cas dans le territoire, dans la région, dans le climat. Je disais, nous, on a vu cette métropole méditerranéenne de Gênes à Barcelone, donc il y a de la place, il y a des beaux paysages. Deuxièmement, aussi, de questionner les moyens de représentation. C'est-à-dire que les moyens de représentation conditionnent le projet. Je reviens sur cette idée du visuel. Nous, on essaye de travailler avec des films, avec des vidéos, avec des fictions. La fiction, c'est une façon de dire, avant de dessiner mon bâtiment, je vais écrire, voire inventer. La vie qui va avec. La vie qui va avec, inventer des personnages, le voir au travers de personnages, parce que justement, on peut embarquer l'idée d'odeur, etc., dans un texte, etc. Donc, questionner le mode de représentation
Et troisième et dernier conseil que je donne à mes étudiants, c'est remettre le subjectif aussi dans le jeu du projet. C'est-à-dire que les modernes, au XXe siècle, d'ailleurs ça a été théorisé, ils ont parlé de l'objectivité, se sont mis à concevoir le projet, l'architecte est en dehors du projet. En Chine, ça n'existe pas. Par exemple, on a cité le pavillon français, le lycée français. Je travaillais avec le philosophe François Julien on est toujours à l'intérieur de la situation. Là aussi, il y a un côté cartésien, on sort du projet. Donc, il y a des étudiants, dessinent une maison, au bout d'un mois, ils reviennent avec une maison. Je dis, et dis-moi une maison que tu aimes. Alors, généralement, la maison qu'ils aiment, c'est pas tant celle des parents, c'est souvent celle des grands-parents ou de l'oncle, etc. Qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. Avec ce qu'ils ont fait. Alors, j'ai dit, attends. Tu me dis pas, ah oui, mais monsieur, mais là je fais de l'architecture. Voilà, donc je dirais remettre du goût personnel. On parlait du goût tout à l'heure, de la sensualité de la avec vie, la formation d'architecte, ça va au-delà du goût. Mais c'est de dire, voilà. Donc le dernier conseil à cette jeune ou ce jeune architecte, ça serait de dire, voilà, de pas hésiter à se remettre, à assumer que ce qu'on aime, peut-être que l'autre peut l'aimer, hein. C'est le préface de Victor Hugo, je suis toi, quoi. Enfin, donc l'architecture, si tu n'es pas toi-même, personne ne le sera à ta place. Voilà. Je sais pas si c'était Victor Hugo, mais voilà. Mais c'est cette idée de dire, voilà, faut pas avoir peur de dire que si tu aimes ou si tes grands-parents aimaient, tu peux peut-être essayer d'en faire une matière à projet. Sans être, encore une fois, c'est important de le redire, sans être nostalgique, parce que là on parle des grands-parents. C'est-à-dire que c'est toujours pour se projeter dans le futur. Absolument, oui, ça, j'espère qu'on est au-delà de ça, oui, de bien, c'est vrai que de pas associer le sensuel à la nostalgie et le progrès à l'idéologie du progrès. Voilà, ouais. Non, il faut, bon, voilà. Merci et encore bravo, merci Jacques Ferrier, merci Christophe Onodibio. On se retrouve dans quelques instants avec Jean Etchens pour Écologie, Liberté, Rayonnement culturel, la recette magique des villes méditerranéennes. On se retrouve tout de suite.